Nous poursuivons avec la liberté statutaire de la société par action simplifiée et, plus particulièrement maintenant, les actions de préférence. On a vu que les actions de préférence font partie d'une partie spécifique du Code de commerce. Ce n'est pas propre à la SAS. On peut mettre des actions de préférence également pour les sociétés anonymes, mais on va coupler actions de préférence et les particularités de la SAS et on va amplifier les pouvoirs du chef d'entreprise. Droit de vote et droit financier pour la SAS et la société anonyme non cotée, donc action de préférence L228-11 du Code de commerce. Au moment de la constitution de la société ou encore en cours de vie sociale, il peut être créé des actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature, et donc y compris droit de vote, droit financier et d'autres droits tels que celui du droit d'information. Droit de vote, pas de limite, sauf pour le pourcentage d'actions sans droit de vote, 50% du capital. Les actions sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de 50% du capital dans une société non cotée. Alors, ma pratique, c'est de ne jamais priver des actions de tout droit de vote. C'est de mettre, par exemple, 0,1 droit de vote, ce que vous voulez, mais j'invite à ne jamais priver une action de tout droit de vote, notamment pour l'application du dispositif du Trail. Pour le pacte du Trail, les signataires du pacte du Trail doivent réunir ensemble 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Si je prive des actions de droit de vote, il se peut que le seuil ne soit plus de 34%, ne soit plus respecté. Et donc le dispositif du Trail est remis en cause. Alors, voilà. Je préfère que pour ce qui est des décisions collectives, tout le monde vote, mais uniquement pour les décisions dites collectives, on a vu lesquelles, la nomination des commissaires aux comptes, certaines opérations en capital, l'approbation des comptes et la répartition des bénéfices. Toutes les autres décisions ne sont pas collectives et donc, même pour ces décisions dites collectives, tout le monde vote, mais moi seul, grâce à mes actions de préférence, j'ai réuni plus de la moitié des droits de vote de la société, et comme la décision est prise à la majorité des droits de vote de l'ensemble de la société, je décide. Vous voyez, tout le monde vote. Chez moi, je suis très démocratique, mais simplement, je vote plus que d'autres. Et les droits financiers. On verra la limite aux droits financiers, notamment la clause dite léonine, celle qui procure un avantage exorbitant. Alors, j'anticipe, et dite léonine, la clause qui prive un associé de tout droit au bénéfice ou qui lui prive de la totalité des pertes ou qui lui attribue la totalité des pertes ou qui lui attribue la totalité des bénéfices. Vous voyez que, mais chez moi, c'est toujours gris, gris clair, gris foncé, c'est jamais noir ou blanc. Pour la SARL, je rappelle qu'une part égale une voix. Mais on peut toujours, et j'invite, à prévoir dans les statuts, même de SARL, la possibilité d'une répartition inégalitaire du dividende. SARL, possibilité d'un dividende inégalitaire. La SAS, possibilité, certes, encore de dividende inégalitaire, avec des actions de préférence, mais aussi un droit de vote inégalitaire, avec ou sans action de préférence. Donc, SARL, l'égalité en droit financier, pardon, je reprends.
Pour la SARL, égalité en droit de vote, pas de possibilité d'en décider autrement, sauf, on le verra, en présence d'actions de préférence de groupe. Et droit financier, ben, je peux instaurer des parts de préférence avec une répartition inégalitaire du dividende. Pour la SAS, droit de vote, je peux instaurer sans action de préférence eh bien, des inégalités, mais je vais en plus, en introduisant, en couplant la SAS et les actions de préférence, prévoir bien sûr des inégalités non seulement en droit de vote, mais également en dividende. Pour la société anonyme, en 2 mots, il est possible de prévoir des actions de préférence et donc de créer des inégalités. Mais impossibilité, sans action de préférence pour la société anonyme, de créer des inégalités en droit de vote, sauf le droit de vote double. Société anonyme, SAS, possibilité de dividendes inégalitaires avec des actions de préférence. Et la SAS, possibilité de droit de vote inégalitaire avec ou sans action de préférence. Ma pratique, c'est que je vais toujours introduire des actions de préférence, sauf cas particulier. Quelle peut être la nature des préférences? Les droits politiques, le droit de vote. Préférences attachées à des personnes, nommément désignées ou non. On verra la procédure des avantages particuliers, ou à un groupe de personnes. Famille, associés, la famille des associés fondateurs, par exemple, ou du comité de direction. Je peux instaurer dans la SAS des préférences attachées à des catégories d'actions. Donc je vais prévoir catégorie A, B, C, on a vu aussi de D préférences, Y, Z, et les actions ordinaires, les O. Les droits financiers, pareil, dividendes, donc dividendes et boni de liquidation, quand on casse la tirelire au moment de la liquidation de la société, bien, je vais également, grâce aux actions de préférence, créer des inégalités. Je crée des inégalités entre actions. Alors, ma pratique, c'est que je ne vise pas les personnes, je ne dis pas, tiens, André, lui, il a moins de pouvoir ou moins de droits financiers. Non. Il se trouve que, au moment de la constitution de la société, André, que je veux défavoriser ou favoriser, bien, il détient que des actions de telle catégorie, et donc, de fait, je crée des inégalités entre actionnaires. Mais je ne fais pas une histoire de personne, je fais porter des inégalités sur différentes catégories d'actions. Droits patrimoniaux, valeur de rachat ou de cession de l'action, bien, on peut prévoir, et on a vu que, c'est pas qu'on peut, mais c'est qu'on doit prévoir les modalités de calcul du prix de cession de l'action, notamment. On peut prévoir une prime de rachat du titre de l'action pour une catégorie d'actions déterminée. Exemple, je détiens des catégories A, les super actions, les golden shares, et celles-là, elles seront rachetables avec telle prime de rachat. Vous voyez bien que si la société me rachète mes actions avec une prime de rachat, forcément, c'est au détriment des autres actionnaires. Donc, il faut regarder, mais tout est possible. Et je vais toujours préciser, parce que je peux changer d'avis, la vie, elle est faite de différents événements, il faut que je puisse, que ma préférence, c'est que les statuts peuvent évoluer en fonction des évolutions de la vie, également. J'ai coutume de dire, vous savez, aux chefs d'entreprise, on crée des statuts, mais ça va être tellement souple que après moi, vous pourrez modifier les choses sans modifier les statuts. Parce que c'est très flexible, en fait. J'aime pas les cadres rigides. J'ai tendance à dire, je dis toujours à mes clients, je vous remets les clés et après vous pilotez, si vous voulez, seul,
sans avoir besoin de conseils autour de vous. Je vous rends autonome si vous le souhaitez. Donc j'ai des outils, je vous donne le pilotage pour notamment décider de la répartition du dividende chaque année, des pouvoirs et tout ça. Préférence selon la forme sociale, comparaison de la SAS avec les autres formes commerciales. Donc droit de vote multiple, la SARL, non, une part égale une voix. Droit financier multiple, oui, on peut. Pour la société anonyme et la société en commandite par action, oui, je peux prévoir des droits de vote multiples, mais uniquement avec des actions de préférence. Également des dividendes particuliers avec des actions de préférence. Pour la SAS, oui, la totale liberté statutaire en termes de droit de vote, avec ou sans action de préférence. Je peux donner des pouvoirs particuliers à un associé, à un actionnaire, ou à un groupe d'actionnaires, sauf si la décision est collective, tout le monde va participer, va voter, mais ils auront plus de votes que les autres. Donc de toute façon, tout le monde va participer, mais tout le monde va se taire. Parce que seul le chef d'entreprise pourra voter, par exemple. Mais je peux aussi instaurer dans la SAS des inégalités en droit financier que je vais attacher à des catégories d'actions, mais tout à fait possible, mais seulement avec des actions de préférence. La société civile, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, la SAS sans action de préférence, je peux mettre des droits politiques, des droits de vote inégaux entre associés, ça c'est possible. Action de préférence, ça, je vais pouvoir mettre des inégalités entre associés, mais entre catégories d'actions. Donc une SAS sans action de préférence, je peux créer des inégalités en droit de vote, donc attribuer tous les pouvoirs à un associé, sans pouvoir priver les associés de participer aux décisions collectives, mais participer, c'est pas forcément voter. Et la SAS, droit financier, droit aux dividendes, sans action de préférence, une SAS doit respecter l'égalité entre associés, mais inégalité possible avec des catégories d'actions de préférence, notamment. Et voilà l'effet de levier juridique et fiscal de la SAS, notamment par rapport à la SARL. Et quand je chiffre tout ça, bien, quand je fais parler la poudre, les personnes qui sont attachées au régime des TNS, des SARL, plus par habitude que par rationalité du raisonnement, parce que quand ils voient la différence de calcul de l'imposition totale, y compris donc droit de mutation à titre gratuit, donation, succession, tout de suite, j'en ai pas un seul qui ait refusé de passer en SAS. Y compris lorsqu'il y avait une holding SARL avec des conventions de service, et patati et patata, on voit bien le truc. Bon, parce que si j'ai une holding SAS, évidemment, je risque d'avoir le problème de la taxe sur les salaires. Je ne l'ai pas avec une SARL, avec le régime de TNS. Je n'ai pas les charges sociales des salariés. Bon. Mais quand vous considérez uniquement ces données-là, oui, restez en SARL. Mais quand vous élargissez votre vision en considérant l'ensemble, et y compris la transmission, bien, il n'y a pas photo. La SAS, il n'y a pas de concurrent. Évidemment, si je me positionne en le spécialiste de la rémunération de la SARL, je vais dire rester en SARL. Mais moi, je suis spécialiste de rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vision globale, c'est d'assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise, le plus souvent, c'est le désir du chef d'entreprise, que l'entreprise soit reprise de fait par un enfant, voire être vendue, c'est pas grave. Mais regardez, avec une SAS, je détiens une action, 1% du capital, je détiens tous les pouvoirs et je peux détenir 99% du droit financier. J'ai opéré la transmission, j'ai potentiellement économisé
45% de droits de mutation à titre gratuit, donation, succession. Alors qu'une SARL, je l'ai encore hier, eh bien, le chef d'entreprise ne peut transmettre que 49% du capital pour garder le minimum de pouvoir. Il les a perdus aux AGE, puisque les AGE requièrent 2/3 du capital. Donc, si je transmets avec un pacte du trade, et la donation efface la plus-value. Donc, il n'y a pas photo. Donc, quand je fais le calcul entre TNS, et on ne sait pas ce que va devenir le régime de TNS, le régime de retraite, bon, donc entre 1, tu l'as, et 2, peut-être que tu l'auras, eh bien même les économies fiscales réalisées tout de suite au moment de l'introduction des enfants au capital de la société à 99%, on réalise les plus grandes économies. J'ai coutume de dire, et j'ai jamais eu la règle contraire, que la donation, surtout du trade, est la meilleure arme de défiscalisation. Je n'aime pas le terme défiscalisation, mais c'est celle qui procure des avantages fiscaux les plus intéressants, c'est la donation. Ça, c'est sûr. Donc, ici, je rappelle le droit de vote et le droit financier. Donc, en ce qui concerne le droit de vote, SARL, une part égale une voix. La société anonyme liberté statutaire si j'introduis des actions de préférence. Et pour la SAS, également, liberté statutaire avec ou sans action de préférence. Usufruitier nu propriétaire, spécificité ici de la société anonyme, en principe, sauf clause contraire, de pouvoir de l'AGO, c'est l'usufruitier, le pouvoir de l'AGE, c'est le nu propriétaire, sauf clause contraire. C'est une disposition spécifique qui l'emporte sur la disposition générale du Code civil. Comme il n'y a pas de disposition spéciale pour la SARL et la SAS, c'est la disposition générale du Code civil qui dit que le pouvoir de droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation des bénéfices qui est réservée à l'usufruitier, sauf clause contraire. Voilà. Alors que pour le vote, la SARL, je rappelle la lourdeur des AGO, des AGE et la liberté statutaire de la SAS, et notamment en termes de représentation, de droits financiers également. Alors, méfiance sur les droits financiers. Il ne faut pas que la répartition inégalitaire du dividende procure un avantage fiscal particulier, ou principalement fiscal. Sinon, on a toujours le risque de l'abus de droit fiscal. Mais la jurisprudence constante autorise la répartition inégalitaire du dividende entre les associés. Il y a une jurisprudence constante, elle est nombreuse, ça veut dire que c'est l'administration fiscale qui attaque. Voilà. Pourtant, je me demande pourquoi elle attaque, puisque même dans son instruction fiscale, elle reconnaît qu'on puisse déroger aux règles statutaires par une décision prise avant la clôture de l'exercice à l'unanimité des associés. Les associés peuvent décider d'une répartition différente de celle du pacte social. Attention simplement à la renonciation à un droit. La renonciation au dividende pourrait être qualifiée éventuellement de libéralité. Donc, SARL, SAS ou société anonyme, tout à fait possible de prévoir une répartition inégalitaire. Si elle n'est pas prévue par les statuts, la décision de répartition inégalitaire du dividende doit être prise à la majorité requise pour modifier les statuts, ou par consultation écrite, ou par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte. Donc, il vaut mieux prévoir cette liberté, à condition qu'elle soit souple, de pouvoir l'adapter aux différentes évolutions de la vie. Vote SARL, une part égale une voix. Impossible de déroger à cette règle-là,
sauf, hein, donc, on peut toujours passer une convention de vote. La règle, c'est on ne peut pas priver un associé de son droit de participer de manière permanente. La convention doit être limitée dans son objet et dans sa durée. Elle doit être non contraire à l'intérêt social, passer sans contrepartie d'un avantage financier ou autre. Les autres formes de société, SAS, société anonyme, société en commandite par action, de nos côtés. Donc, pour la société anonyme et la société en commandite par action, possibilité d'action de préférence, comme pour la SAS, mais les fortes contraintes de la société anonyme, notamment à la répartition des pouvoirs du président, du directeur général, du conseil d'administration, des AGO, des AGE, c'est lourd. Voilà. Donc, quand je vois ça... Donc, vive la SAS, plus de souplesse pour la gouvernance, on fait ce qu'on veut. On va prévoir une gouvernance tant que le chef d'entreprise actuel est aux manettes. Et s'il décide, ou si un accident de la vie fait qu'il n'est plus aux manettes, bien, on va organiser une autre gouvernance en fonction de ses désirs à lui. Voilà. Là aussi, il faut être attentif parce que j'ai coutume de dire que la SAS, c'est comme la société civile, c'est le pouvoir de commander d'outre-tombe. On peut ennuyer des générations. Mais s'il s'agit d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale et éviter les discordes, on ne peut pas les empêcher, mais éviter les effets néfastes des discordes, et notamment des minoritaires qui empêchent l'entreprise de tourner, ça fait mal, non? Donc, vive la gouvernance intergénérationnelle. On peut prévoir tout ça. Dividende, SARL, une part égale un dividende pour la SARL. On peut en convenir autrement, dans les statuts ou par convention. Et pour une société anonyme non cotée, possibilité d'action de préférence, et donc une action égale un dividende. Normalement, on peut aussi mettre des actions avec des dividendes renforcés. Société par action, pas de charge sociale sur le dividende, sauf si le dividende majoré pour complément de rémunération. Action de préférence en droit de vote et l'effet de levier juridique de la SAS ou de la société par action, mais écartons la société anonyme de par les contraintes des rôles de la division des pouvoirs entre le président, le directeur général, le conseil d'administration, AGO, AGE, en dehors. Mais voici, donc on va prendre la SAS. Moi, chef d'entreprise, je détiens 2% du capital, mais ici, par exemple, les actions A me donnent chacune un droit de vote de 50. S'il me donne un droit de vote de 50, ma fille détient 98% du capital avec des actions ordinaires qui leur donnent chacune un droit de vote. Donc elle a 98% des droits de vote. Moi, j'ai deux actions qui me donnent chacune 50 droits de vote, donc j'ai 100 droits de vote. Il est précisé dans les statuts que les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Votons. 100 pour moi, 98 pour ma fille. La décision collective est prise à la majorité des droits de vote. Donc c'est moi qui décide. Vous voyez la dissociation des pouvoirs. Donc je détiens plus de 50% des pouvoirs et donc 100% du contrôle. L'effet de levier financier par la clause de répartition inégalitaire de dividendes, là aussi l'effet de levier financier, donc je détiens 2% du capital qui me donne toujours un droit de financier de 50.
Et ma fille, 98% du capital avec un droit financier simple, une action ordinaire. Je verse un dividende de 100, mon droit financier, eh bien, il est de 5, même si je détiens 2% du capital, j'ai droit à plus de 50% du dividende. Je peux prendre, les statuts peuvent prévoir une décision autre que celle-ci, et donc je peux décider par exemple d'un partage égalitaire en capital, eh bien, voilà que ma fille va percevoir 98% du dividende puisqu'elle détient 98% du capital. Et je peux insérer des clauses de variabilité du droit financier. C'est ma pratique le plus souvent. Alors voilà le pourcentage de contrôle et le droit au dividende. Donc pourcentage de contrôle, j'ai 2 € à investir. Et je veux prendre le contrôle d'une société qui vaut 100. Donc, schéma classique, si je ne peux pas mettre des préférences en droit de vote, la proportion, la SCRL, d'ailleurs c'est le cas, le droit de vote est proportionnel au capital. Donc, si j'ai une société opérationnelle cible que je veux racheter et qui vaut 100, il faut que je crée, j'ai 2 €, il faut que je crée une première holding. Mais il me faut 51. Mais donc je vais prendre 51% de 51% du capital de la holding. Donc 26. Mais j'ai que 2 €. Donc je vais investir, je vais créer une autre holding pour pouvoir investir 51% de 26. Puis 51% de 13. Puis 51% de 7. Puis 51% de ça, pour arriver à la création de 5 holdings quand même. Pour parvenir au même degré de contrôle avec le même investissement, il faut créer 5 holdings financières. Avec une SAS, non, dès lors que c'est moi qui rédige les statuts. Je m'attribue des actions de préférence, par exemple A qui donne droit à 1000 droits de vote, et ça y est, je n'ai même plus de nécessité de créer une holding. Holding, ça vient du terme anglo-saxon contrôle, mais vous voyez bien qu'avec une SAS, je hold tout seul, sans holding. Voilà. Pas de nécessité de créer une holding pour contrôler. Droit au dividende, c'est pire encore, vous allez voir l'effet de levier financier cette fois-ci. Donc, j'ai une société pareille, qui vaut ici 100, j'ai une action ordinaire à gauche, donc pas de liberté statutaire. Et de l'autre côté, j'ai des actions de préférence qui me donnent 50 droits financiers. Vous voyez bien que dans les sociétés traditionnelles où je n'ai pas prévu dans les statuts, bien, si je détiens simplement un droit financier, pour avoir un dividende de 50, il va falloir que la société opérationnelle, avec mes 5 holdings, réalise un bénéfice de 2970 pour espérer avoir 50 avec une proportion, un dividende proportionnel à mon capital, 1,7. Alors qu'avec une SAS, non, je détiens une action de préférence qui me donne tout de suite 50 droits financiers. Voilà. Donc, liberté statutaire de la SAS, on sera particulièrement attentif au fondateur. Le fondateur, c'est moi, c'est celui qui rédige les statuts, c'est celui qui dispose de plein pouvoir. Il rédige les statuts et donc il organise la gouvernance. Le dirigeant va détenir seul le pouvoir pour gérer la société, par exemple, donc je peux limiter, on a vu, selon les présidences successives. L'usufruitier des actions et non pas des parts, bien, on va pouvoir lui attribuer éventuellement le droit de vote pour les décisions qui concernent l'affectation des bénéfices, mais on peut élargir également ses pouvoirs, donc on verra ma pratique. Donc c'est lui qui va disposer de la majeure partie des droits de vote.
et également de dividendes. Je ne prive jamais, je ferai attentif à ne pas priver un associé de tout droit aux dividendes. Mais toute la puissance de la SAS va reposer sur des actions de préférence que je vais détenir en pleine propriété. Voilà. Et donc les actions de préférence, dès lors que la décision sera collective, tout le monde va voter, mais je vais voter plus que les autres, non? Et enfin, le mandataire des parts sociales indivises ou des actions indivises est nommé le liquidateur dans les statuts. Donc ici, il y a une exactitude, il faut remplacer le terme part sociale par action. Voici un exemple d'effet de levier. J'ai des tableurs Excel, puis après, je fais mes simulations. Donc mes actions par catégorie A, B, C. Tel actionnaire détient tel type d'action. Donc les parents, ici, dans le cas présent, détiennent des actions A. Ils détiennent 10% du capital, par exemple. Ils perçoivent près de 70% du dividende. Voilà. Les enfants détiennent 90% du capital, mais ils perçoivent un dividende minoré, par exemple. J'ai un enfant repreneur, donc je vais avoir tendance... Alors, ma tendance, c'est de conseiller au chef d'entreprise de transmettre l'entreprise à tous les enfants quand ils sont mineurs. Je ne peux pas repérer encore l'enfant repreneur, c'est pas grave, mais je leur donne les meilleures chances d'acquérir la culture familiale et la culture de l'entreprise dès leur entrée au capital quand ils sont tout petits. Il verra, il grandira avec l'entreprise, il entendra parler de l'entreprise, il se sentira concerné. C'est une question d'éducation, tout simplement. Et si j'ai un enfant ensuite qui est appelé à reprendre l'entreprise, bien, comme j'ai prévu des catégories d'actions différentes entre les enfants, bien, je pourrais changer les caractéristiques de chaque catégorie, seul, tout ça, sans avoir l'accord unanime. Tout ça, c'est prévu dans les statuts. L'enfant repreneur, souvent, le désir du chef d'entreprise, ça dépend, c'est éventuellement d'assurer une égalité en dividendes, pas toujours, bien, je vais avoir les mêmes dividendes pour chaque des enfants, mais je vais avoir un pouvoir renforcé, un droit de vote par les actions de catégorie B pour l'enfant repreneur. L'égalité des dividendes sera respectée si telle est la volonté du chef d'entreprise, mais je vais renforcer les pouvoirs de l'enfant repreneur, par exemple. En tous les cas, il est toujours conseillé que les enfants détiennent la majeure partie du capital. Et quand j'entends, mais les enfants sont trop... Je me heurte au traditionnalisme du style, des dogmes, du style « Ah, les enfants sont trop petits pour reprendre l'entreprise ». Ils sont trop petits pour le diriger, sans doute, mais pas pour reprendre un capital. Et quand bien même le chef d'entreprise, il dit, vous savez, le plus beau cadeau pour souvent un chef d'entreprise, c'est d'avoir un enfant ou des enfants repreneurs. C'est perpétuer l'œuvre, le plus souvent. Bon, eh bien, je vais pouvoir perpétuer l'œuvre dès lors que les enfants sont majoritaires au capital dès la création. Et si je m'entends plus avec mes enfants, s'ils sont mal accompagnés, je sais comment, on a vu, notamment par des clauses d'exclusion, qui ne coûtent pas très cher à la société, puisque les statuts peuvent préciser les modalités du calcul du prix de rachat des actions, notamment en cas d'exclusion. Bon. Quel est le risque? Le seul risque, c'est d'assurer de consolider la pérennité de l'entreprise familiale. Et alors? Donc, si l'objectif est de financer la croissance, ouvrir le capital, garder les pouvoirs, toujours conserver les pouvoirs, alors je peux faire rentrer des investisseurs extérieurs. Ce qui intéresse le chef d'entreprise, c'est le financement ici, mais de conserver les pouvoirs. Or, j'interpose une holding pour les investisseurs extérieurs parce que j'ai pour règle, il faut se méfier des règles,
Mais j'ai pour règle de ne pas faire rentrer les investisseurs extérieurs directement au capital de l'opérationnel. Je vois, ce sont les exigences aujourd'hui des banques. Et donc, comme les banques courent après les opérations de capital risque, notamment pour alimenter des dispositifs fiscaux, notamment du 150 0 BTR, de l'apport en report d'imposition, ils cherchent des entreprises dans lesquelles investir. Et moi, quand je conseille les chefs d'entreprise, je dis jamais ne faire jamais rentrer le loup dans la bergerie. Une fois que vous avez fait rentrer des investisseurs extérieurs, que ce soit une banque ou des amis d'un jour, je m'en méfie de cela, bon, bien, ils vont poser leurs conditions pour notamment transmettre les titres à vos enfants. Donc vous vous rendez compte, j'ai fait rentrer des banques dans mon capital, mais ils refusent que je transmette à mes enfants mineurs. Ça coûte quand même 45% de droits de mutation à titre gratuit, la transmission, hein, sans du trail. Avec ou sans du trail, mais simplement du trail, je réduis la base taxable. Donc, voilà, j'éloigne les investisseurs extérieurs par l'interposition du holding, mais je détiens toujours des actions de préférence. Les investisseurs extérieurs peuvent détenir indirectement plus de 50% du capital. Je m'en fiche, je détiens tous les pouvoirs. Et ce qui intéresse les investisseurs extérieurs, c'est la rentabilité financière. Donc là, je peux éventuellement prévoir des répartitions inégalitaires de dividendes. Si l'objectif est de transmettre et à la fois d'ailleurs d'ouvrir le capital des investisseurs extérieurs, je peux également ajouter dans les statuts, toujours ce qui est important, c'est de détenir des actions de préférence en pleine propriété, de telle sorte que celles-ci ne soient jamais démembrées. Et je vais pouvoir réguler les droits financiers entre les différents associés et entre usufruitiers et nus propriétaires, par exemple. S'il y a un pacte du trade, les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices, mais il est précisé dans l'instruction fiscale du pacte du trade que les statuts peuvent préciser que la limitation des pouvoirs de l'usufruitier soit réservée uniquement aux titres soumis à l'engagement collectif de conservation. Attention à la rédaction de la clause. Quoi qu'il arrive, je détiens tous les pouvoirs, voire la majeure partie des droits financiers grâce à mes actions de préférence détenues en pleine propriété. L'effet de levier juridique, donc vous voyez que en plus de l'effet de levier juridique qu'on a vu précédemment, je vais ajouter l'effet de levier fiscal, puisqu'on a vu qu'avec une SARS, avec des actions de préférence, je peux transmettre 99% du capital en gardant les pouvoirs et la majeure partie des droits financiers. Mais si je donne 99% du capital avec l'application du dispositif du trail, les droits seront calculés sur 25% à peu près hein, de la totalité de l'entreprise. L'application du trail pourra se faire sur la quasi-totalité du patrimoine transmis. Alors que si je garde la SARL pour des problèmes de TNS, bon, on verra comment d'ailleurs pouvoir bénéficier du régime TNS avec une SAS, bon, bien, je ne peux transmettre que 49% du capital pour conserver les pouvoirs aux assemblées générales ordinaires, mais attention, le dispositif du trail ne pourra s'appliquer que sur la moitié du capital, au lieu de la quasi-totalité du patrimoine du capital de la SAS. Donc en fait, avec une SAS, je double l'avantage fiscal par rapport à la SARL. Comme les droits de mutation à titre gratuit sont l'impôt le plus lourd qui soit, et on a vu que la donation est la meilleure arme de défiscalisation, d'une part parce que la donation efface la plus-value en ce qui concerne les plus-values dites privées, donc la donation efface la plus-value et les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise avec le bénéfice du travail.
Il n'y a pas photo. Hein. Donc, H est à l'IS, F est à l'IS, les effets de levier fiscaux. Le dirigeant, eh bien, les dividendes ne sont imposés que s'ils sont distribués. Alors, vous voyez que la holding va permettre de capitaliser, mais de retarder la fiscalité. Hein. On a le régime Murphy, donc 2% de quote-part, 5% de quote-part de frais et charges sur le dividende d'un impôt proche de 1%. Mais attention, hein, la trésorerie est toujours dans la holding. Méfiance, c'est un piège que de faire le plus souvent, de faire remonter le dividende dans la holding. Holding animatrice, si la holding est animatrice, elle est considérée comme une entreprise opérationnelle et donc à ce titre-là, le dirigeant peut bénéficier d'avantages particuliers, notamment avec le pacte du travail et l'impôt sur la plus-value. J'apporte les titres de H, je bénéficie d'un report d'imposition de la plus-value. Et pour la fiscalité des entreprises, les structurations sont neutralisées fiscalement. Régime de l'intégration fiscale, régime des sociétés Murphy, régime des titres de participation et régime des fusions-absorptions. Mais attention, hein, tout ça ne fait que retarder la fiscalité à la sortie. J'invite tout le monde à considérer la fiscalité non seulement dans son ensemble, mais aussi dans le temps. À un moment donné, je n'aurai peut-être plus le goût pour conserver mon entreprise, et donc je voudrais peut-être profiter de la vie. Et qu'est-ce que c'est que profiter de la vie? Donc, quelque part, je vais emprisonner mes liquidités à l'IS et il faudra bien, pour profiter de la vie, les sortir. Avec un coût fiscal dont on ignore aujourd'hui le montant. Donc, voilà. PEA et actions de préférence. Un PEA ne peut pas accueillir des actions de préférence. Alors, acte sous seing, rédaction des statuts, acte sous seing privé ou acte authentique, voilà. Ma préférence, c'est l'acte sous seing privé parce que je ne suis pas notaire. Si j'étais notaire, je préférerais l'acte authentique. Mais l'efficacité est la même. Simplement, pour certains apports à la société, il faudra l'intervention du notaire pour tous les biens sujets à publicité foncière. Apport d'un immeuble, apport d'un navire, un apport d'un aéronef, sujet à publicité foncière, intervention du notaire pour l'apport, mais pas forcément pour la rédaction des statuts. Et quand on fera aussi le don, la donation du travail, on peut également recourir à l'acte sous seing privé, contrairement à ce qu'affirment certains auteurs. On peut aussi recourir à l'acte notarié. Contenu des statuts, donc contenu obligatoire, contenu facultatif. Donc voyons pour l'ensemble des sociétés, les sociétés commerciales et les dispositions spécifiques à la SAS. Ensemble des sociétés, dispositions générales de la société Code civil, les statuts doivent être établis par écrit. Et voici donc préciser les apports de chaque associé, la forme, l'objet, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Donc disposition spéciale à la SAS, donc direction liberté statutaire. Et les associés, action de préférence, liberté de définir les décisions soumises à la consultation des associés, les décisions dites collectives. Et stop aux AGO, stop aux AGE. Alors, les règles impératives, impossibilité d'enfreindre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives. Ça, c'est sûr, une jurisprudence constante. Mais participer n'est pas forcément le droit de voter. D'ailleurs, on a vu l'exemple, c'est que lorsque les titres sont en indivision,
bien, chaque indivisaire a la qualité d'associé, mais en aucun cas il ne peut voter. On ne peut pas empêcher un indivisaire, selon la jurisprudence, de participer à l'Assemblée ou à la décision collective, mais il est privé du droit de voter. On voit bien que participer n'est pas forcément voter. On ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement, du 136 alinéa 2. Donc, si on accroît les engagements de l'ensemble des associés, il faudra l'accord unanime. Nullité des pactes léonins qui procurent un avantage exorbitant, et pour la jurisprudence constante, eh bien, c'est, on a vu, ne pas attribuer la totalité des bénéfices ou des pertes, ou de priver de la totalité des bénéfices et des pertes. Prohibition des clauses de stipulation purement potestatives qui ne dépendent de la volonté que d'une seule personne. Et en ce qui concerne les sociétés commerciales, donc voici les dispositions du Code de commerce, dispositions spécifiques et dispositions générales applicables aux sociétés par action. Et donc voilà les indications que doivent comporter les statuts d'une SAS. Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions, la nature des droits particuliers, la part du capital qu'elle représente. Voilà. Alors, j'ai plusieurs pratiques qui est la suivante. Si le client est d'accord, c'est que c'est assez ouvert, hein, donc j'ouvre complètement et je dis tiens, tel associé détient tel type d'action qui donne droit à tel droit de vote et puis à tel droit financier, par exemple. Si je modifie les statuts de la SAS actuelle qui ne comportent pas des préférences, ben je vais être beaucoup plus discret dans les statuts. Pourquoi? Pour simplement éviter la procédure des avantages particuliers. Donc là, dans cette situation, si je rappelle, je crée les statuts d'une SAS, à ce moment-là, je peux tout mettre. Si je modifie les statuts d'une SAS préexistante, je suis soumis à la procédure des avantages particuliers. Et la procédure des avantages particuliers, qui est assez lourde comme procédure, qui nécessite l'intervention d'un commissaire aux avantages particuliers, commissaire aux comptes, extérieur notamment, qui va faire un rapport, j'en reviendrai, hein, un rapport qui constate, ah oui, des avantages particuliers, hein, et paf, t'en donnerai, non je plaisante, mais c'est vrai hein, quand même. Et donc, eh bien à ce moment-là, je rédige des statuts de telle sorte que j'écarte la procédure des avantages particuliers. La procédure des avantages particuliers n'est obligatoire que lorsque les statuts attribuent des avantages à des personnes nommément désignées. Donc à ce moment-là, ben, je ne nomme pas dans les statuts les personnes qui bénéficient de ces avantages particuliers. Voilà. Donc ça sera des actes séparés. La forme des actions, nominatives ou au porteur, la restriction à la libre négociation, la cession des actions, notamment avec les clauses d'agrément, les clauses d'inaliénabilité, hein, toujours les dispositions, les statuts, les indications qui doivent impérativement être présentes dans les statuts, l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport pour chacun d'eux, l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci, les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement, au pouvoir et aux organes de la société, répartition des résultats, constitution de réserve, répartition du bonus de liquidation, identité de toute personne physique ou morale qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet des statuts, et éventuellement l'identité du ou des commissaires aux comptes, s'il y en a. Modification des statuts, pas de nécessité d'inclure dans les nouveaux statuts modifiés le nom des premiers administrateurs, membres du conseil de surveillance, le nom du ou des nouveaux commissaires aux comptes ou anciens. Et si la société est immatriculée depuis plus de 5 ans, eh bien, pas de nécessité
d'identifier les apporteurs en nature, l'évaluation des apports, comme on a vu précédemment, et l'identité de toute personne physique ou morale qui ont signé ou au nom desquelles ont été signés les statuts. Donc, il y a des personnes qui sont rattachées à la confidentialité. Donc, voilà. Dispositions spécifiques à la SAS, donc les statuts doivent préciser les conditions dans lesquelles la société est dirigée, les conditions de désignation du président, les clauses relatives aux cessions d'actions, au changement, à l'exclusion, à l'inaliénabilité temporaire des actions, disant, énonciation facultative des statuts, voilà, par l'accord unanime des associés, il faut, en cours de vie sociale, l'accord unanime des associés pour modifier la clause d'inaliénabilité des actions ou pour modifier la clause d'exclusion de l'associé personne morale en cas de changement de contrôle. Et pour les autres clauses concernant le contrôle du capital, l'agrément, l'exclusion d'un associé, bien, ces clauses-là peuvent être modifiées selon les majorités précisées dans les statuts. Et pour moi, soit la majorité des droits de vote, notamment, soit une catégorie d'actionnaires, par exemple. Tout est possible. Alors, on se heurte maintenant à l'anonymat des actionnaires. Et y a-t-il l'obligation de désigner les associés et les apports respectifs? Donc, création de la société, oui, les statuts d'origine doivent préciser l'identité de toutes les personnes qui ont signé, on a vu, donc là, pas moyen d'y échapper. Pas moyen d'échapper aussi à l'identité des personnes en cas d'apport en nature, mais pour les apports en numéraire, pas d'identification obligatoire. La société est immatriculée depuis plus ou moins de 5 ans. Donc, identité de toutes les personnes qui ont signé les statuts, oui, si la société date de moins de 5 ans, non, sinon. Voilà. Également, on se heurte ici à l'anonymat avec le registre des bénéficiaires effectifs. Donc, c'est en cours aujourd'hui, Donc, le registre des bénéficiaires effectifs, RBE, obligation de révéler l'identité de tout associé détenant au moins 25% du capital ou un pouvoir de contrôle. À une certaine période, les informations relatives ont été réservées à la consultation, il faut que je mette à jour, puisque c'était en cours en ce moment, étaient réservées à une certaine catégorie de personnes. À un moment donné, eh bien, elles ont été ouvertes à toute personne. Et puis, on a une décision de la Cour de justice européenne qui revient, donc, qui supprime la consultation par le grand public. Et encore à ce jour, eh bien, le gouvernement réfléchit à donner l'accès, dans le respect de cette décision de la communauté, de la Cour de justice européenne. Eh bien, voilà, la consultation sera réservée à une certaine catégorie de personnes. Donc, on pourra revenir à une plus grande confidentialité. Quels sont les risques d'une rédaction impropre des statuts? Pas grand-chose. Bon, éventuellement responsabilité civile, nullité et donc dissolution de la société, mais je n'ai pas trouvé de jurisprudence sur le sujet. Le pire du risque qu'il puisse y avoir, c'est l'annulation de la clause ou la clause réputée non écrite. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque. Responsabilité civile, obligation de conseil du rédacteur d'acte. Donc, voilà, le rédacteur d'acte est tenu de l'obligation de conseil, informer dûment les parties sur la portée de leurs engagements, les éclairer par écrit sur l'opportunité de l'opération, les conséquences juridiques et fiscales, les risques. Donc, c'est un risque, une responsabilité civile de celui qui a rédigé ou conseillé le chef d'entreprise pour la rédaction de l'acte, mais ça ne conduit pas à l'annulation de la société.
Dissolution de la société, donc nullité de la société ou annulation de la clause. Donc voilà, c'est le risque, c'est la clause réputée non écrite. Ou la nullité des actes ou des délibérations. Voilà. Donc prescription, la clause réputée non écrite peut être invoquée à tout moment de vie de l'acte qui comporte la clause. Disposition propre aux sociétés commerciales, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n'est pas sanctionné par la nullité. Ce qui est interdit, c'est la clause, on a vu, léonine, celle qui prive un associé de tout droit au bénéfice. Nullité de la société, elle ne peut être invoquée que par la violation des dispositions impératives du 1832 du Code civil notamment, qui, les associés, conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. L'objet doit être licite et constitué dans l'intérêt commun des associés. Alors voici un exemple de clause illicite, constitution d'une société, puis apport d'un bien avec l'intention de le soustraire au gage des créanciers personnels d'un associé.